C'est presque fait. C'est un exploit magistral que Charlie Dalin à bord de Massif est sur le point de réaliser. Charlie Dalin attendu, si tout va bien, demain en vainqueur au Sable d'Olonne. Dans la matinée, on évoque 5 h du matin jusqu'à 11 h, ce qui en fera un record à la clé. Moins de 65 jours pour réaliser le tour du monde à la voile en solitaire et sans assistance. Johan Richomme est toujours deuxième sur Paprec Arcrea. Il devrait arriver quelques heures plus tard, entre 10 h et 17 h. Outre l'aspect sportif, nous allons nous intéresser ce soir au risque pour la santé des navigateurs et navigatrices. Les skippers paraissent, à l'heure qu'il est, relativement préservés sur le plan physique sur cette édition. Mais les nouveaux bateaux plus rapides font porter des risques aux concurrents. Il y a les chocs neurologiques, mais il y a aussi la solitude et potentiellement même des hallucinations. On va le voir. Avec nous pour en parler, Laure Jacollot, merci d'être avec nous, médecin du Vendée Globe. Vous êtes médecin urgentiste et médecin du sport de l'hôpital Quimper dans le Finistère en Bretagne et vous suivez les marins de la course au large depuis plus de 17 ans avec vos confrères et vos consoeurs. Avec nous en plateau, Stéphane Le Diraison, bonsoir. Soyez le bienvenu, vous êtes navigateur, vous aviez terminé 18e sur 33 participants au précédent Vendée Globe, c'était en 2020, et vous préparez 2020-2021 et vous préparez la prochaine édition 2028. On va commencer par l'aspect sportif avec vous et d'ailleurs aussi avec Laure Jacollot dans quelques instants. C'est vraiment un exploit qu'est en train de réaliser Charlie Dalin si vraiment tout se passe bien jusqu'à demain. Oui, vraiment, la Charlie met la barre très très haut. C'est une déclaration de tout à l'heure Jean Le Chem qui disait Charlie, il nous fixe le record pour 20 ans, sauf à mettre des réacteurs sur les bateaux. Je pense pas mal. Je pense qu'il a le sens de la formule. Le précédent, c'était 74 jours, Armel Lecléache. Là, on est à 64-65. Voilà, donc il y a toujours une évolution progressive d'édition en édition. Alors en 2021, Yannick Bestaillon avait gagné en 80 jours, alors que Armel Lecléache avait positionné le record en 74 jours sur l'édition 2016-2017. Donc là, c'est un bond en avant absolument incroyable qui fait basculer en fait ces bateaux finalement dans une autre catégorie où l'aspect technologique et la vitesse prend une part absolument incroyable. Prépondérante, incroyable. Johan Richomme, ça veut dire qu'il battrait lui aussi, en arrivant deuxième, le record d'Armel Lecléache. Mais potentiellement, ils vont être 10 à le battre le record. Donc c'est là que ça permet un petit peu de situer les choses. Je pense que tout le groupe, jusqu'à Justine Métro, est en position pour battre le record, si je ne m'abuse. Donc Justine Métro qui est 10e et Clarisse Kremer qui est 11e. Je vais me tourner vers vous, Laure Jacollot. Alors, vous êtes basketteuse également. Vous êtes d'ailleurs médecin de l'équipe de France de basket. Je vous vois sourire. Est-ce que vous avez la même passion pour les parquets que pour le Vendée Globe à force d'y exercer ? Bonsoir à tous. Oui, j'ai une passion surtout pour le sport en général. Alors, l'aventure du Vendée Globe n'est pas la même aventure que sur les parquets de basket, mais néanmoins, c'est une préparation comme pour les Jeux Olympiques qui s'est faite sur 4 ans. Le Vendée Globe, c'est aussi sur 4 ans. Je veux dire à chacun son aventure, mais on reste passionné quand même. Sur cette performance, avant d'évoquer les risques sanitaires et la santé des sportifs, que vous inspirent ces prouesses réalisées en ce moment par Charlie Dalin et d'ailleurs, comme le disait Stéphane Le Diraison, de tous les poursuivants? Oui, alors les marins, on les suit depuis plus de 4 ans maintenant. On les prépare, on les suit médicalement. On sait que les contraintes des bateaux sont de plus en plus exigeantes, mais là, c'est vrai qu'ils nous surprennent avec ces vitesses. Néanmoins, on sait aussi, la course n'est pas terminée. On a quand même pas mal de petits pépins physiques à gérer. Comment se passe justement ce Vendée Globe pour l'instant? Il y a eu un abandon dès les premiers jours sur blessure. Oui, malheureusement pour Maxime, on fait de la télémédecine et on les accompagne au mieux, mais la télémédecine a ses limites et la pathologie ne permettait pas à Maxime de poursuivre. C'est malgré une très très bonne préparation qu'a pu mettre en œuvre Maxime avant le départ de la course. On a eu beaucoup plus d'appels et de problèmes médicaux à gérer que lors du dernier Vendée Globe. Je pense que plusieurs choses peuvent l'expliquer. Les marins nous appellent plus rapidement aussi. Je pense qu'ils ont bien compris que sur ces bateaux tellement exigeants, si on laisse traîner les choses, ça s'aggrave beaucoup plus vite, comme en général, tout s'aggrave plus vite en mer. Donc, ils nous appellent, donc on a beaucoup de problèmes à gérer. Et on va poursuivre avec vous, Laure Jacollot. Mais d'abord, une surprise avec Clarisse Kremer, 11e à l'heure qu'il est de l'épreuve. Bonsoir Clarisse, merci beaucoup d'être avec nous en direct sur TV5 Monde. Alors dites-nous, où êtes-vous actuellement et est-ce que votre objectif est de finir cette course dans le top 10 ? Bonsoir tout le monde. Là, je suis du coup au large du Brésil, au large de Salvador de Bahia. C'est assez exotique, c'est chouette. Je suis enfin dans les alizés de l'Atlantique Sud, comme on appelle ça. Et mon objectif, c'est de tirer la bourre déjà avec le petit paquet dans lequel je suis. Là, on est 11, 12 et 13.
pour l'instant, je suis 11e, donc je file un bon coton. Et puis, si jamais une ouverture se fait du côté du top 10, je ne vais pas la refuser, mais ils sont un peu loin quand même. Ouais. Stéphane Le Diraison, un petit mot peut-être à Clarisse? Ouais, coucou Clarisse, et écoute, bravo pour ta belle course, et puis c'est pas fini. Et puis effectivement, là, tu es en tête de ce trio. Vous êtes bien revenu alors que vous aviez pris un petit peu de retard à cause du prêt que vous avez subi dans le Pacifique. Donc bravo. Et puis effectivement, hein, c'est pas fini. Hein, Arrivée prévue pour vous, Clarisse Kremer, on pourrait vous souhaiter quoi? Ça se chiffre en quoi? En jours? Salut Stéphane, c'est sympa de t'entendre. Écoutez, je serai en jour, normalement, un peu moins de 2 semaines si tout va bien. Voilà, j'ai prévu d'arriver dimanche après-midi au soleil vers 16h. Voilà. Ouais, c'est les meilleurs, voilà, c'est ça. Vous avez choisi votre créneau. Clarisse Kremer, avant de reparler de risques sanitaires avec Stéphane Le Diraison et avec le médecin Laure Jacolo que vous connaissez, jusqu'ici, qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous sur ce Vendée Globe? Est-ce que c'est la solitude, l'éloignement? Est-ce que ce sont les secousses? Racontez-nous ce qui est dur pour une skipper, une navigatrice que vous êtes. Alors, on est tous différents. Moi, j'ai la chance de ne pas trop souffrir de la solitude. Ce que je trouve le plus difficile, moi, c'est la fatigue physique. Parce qu'on ne choisit pas le nombre d'heures de sommeil qu'on arrive à prendre par 24 heures. Et on ne choisit pas quand est-ce que nous arrivent les avaries techniques. Et elles ont toujours le don pour arriver au moment où on se dit « Oh là, c'est pas le moment d'avoir un problème, je suis trop fatiguée. » Et moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus difficile. Parce qu'on arrive dans des états parfois de dégradation, même moi je sens... Mais vous faites comment? Vous dormez par petites tranches, Clarisse Kremer? Ouais, c'est très variable. Parfois, quand j'arrive à choper 20 minutes de sieste, je le fais. Après, les meilleures siestes, c'est celles qui durent 1 heure, 1 heure et demie. C'est celles après lesquelles on se sent vraiment un peu reposé. Et on a quand même tendance, c'est physiologique, à réussir à mieux dormir la nuit. Donc, on essaye de les engranger le plus possible la nuit. Mais moi, c'était pas vraiment vrai dans les mers du Sud. Je dormais mieux la journée. Donc, voilà, on fait un peu ce qu'on peut, mais c'est le bateau qui décide. Donc, on subit un petit peu parfois. Est-ce qu'il est vrai que vous avez eu des hallucinations en prenant les vagues pour d'autres éléments de notre nature? Ouais, j'ai eu un passage un peu à vide dans l'Atlantique Sud, là, après le Cap Horn, quelques jours après le Cap Horn, où j'étais vraiment fatiguée. J'arrivais pas justement à trouver ces moments de sommeil vraiment réparateurs. Et alors, c'est une toute petite hallucination, hein, mais ouais, c'est cette sensation en fait que j'essayais d'expliquer le cerveau qui déraille, en fait, qui confond la réalité avec autre chose, et on est convaincu de ce qu'on ressent. Et moi, je ressentais, j'avais l'impression d'être comme une voiture dans des collines, et donc j'ai un peu déliré sur cette histoire de monde d'Auvergne, mais c'est vraiment ça, la fatigue qui fait qu'on est comme un ordinateur qui bug en fait, et qui est incapable de trouver où est la réalité. Alors heureusement, ça n'a pas duré très longtemps parce que on est quand même sur des gros bateaux, donc il faut quand même faire attention, les bêtises sont vite arrivées, et on va moins loin. Oui. Bon, ça bouge un peu, effectivement, la connexion peut être capricieuse, mais le jeu en vaut la chandelle. Docteur Laure Jacolo, des hallucinations, c'est rare ou ça peut arriver de prendre des vagues pour des collines, des montagnes, pour la vie terrestre? Non, les hallucinations sont un phénomène bien connu des marins. Clarisse le décrit bien. Toutes les courses, les marins peuvent être victimes d'hallucinations. C'est un signe qu'on arrive dans ils seront en dette de sommeil quoi qu'il arrive pendant la plupart du temps. Maintenant, il ne faut pas aller jusqu'à la faille du sommeil. Et Clarisse, encore une fois, en témoigne parfaitement. C'est-à-dire que on décide pas qu'on va dormir, et c'est le bateau qui leur dit quand il va dormir, et ça qui est très compliqué à gérer. Et même si ils ont une bonne expérience de tout ça, ils apprennent à le maîtriser parfois dans les conditions de navigation compliquées, où il y a beaucoup de réparations, où là ils vont plutôt pas du tout privilégier leur sommeil. C'est compliqué, et ça peut être malheureusement dangereux pour leur sécurité et pour leur santé. Quels sont les autres risques, docteur Laure Jacolo, qu'encourent les navigateurs et les navigatrices? Alors, les risques sont de deux types. Il y a le risque traumatologique. On a eu une première partie de course après le passage du Cap Finistère. On a eu beaucoup de traumatismes. Et puis dans les mers du Sud, et quand la fatigue s'installe vraiment, on a aussi pas mal de problématiques médicales, notamment des souffrances au niveau de la peau. C'est la pathologie numéro 1 en course au large, et on a eu pas mal de problématiques de peau, notamment entre le Point Nemo et le Cap Horn, pour ceux qui y sont passés, avec des fissurations, des problèmes importants dus à la fatigue, au froid et à l'humidité aussi, ouais.
Ouais. Est-ce que vous êtes protégé, vous avez un casque, hein, là Clarisse ne l'a pas, mais on imagine que vous avez un casque en cas de grosse turbulence. Alors on a effectivement de plus en plus recours au casque, on ne le met pas tout le temps parce que c'est quand même assez Lourd, encombrant et désagréable parfois. Mais c'est effectivement dès qu'on fait des manœuvres engageantes sur le pont, alors qu'on monte dans le gréement, des choses comme ça. Et on voit apparaître aussi des protections de type gilet avec de la mousse pour éviter de se fissurer les côtes. Moi j'utilisais ça parce que justement je m'étais cassé des côtes. Et vous aviez continué ? J'avais continué, ouais, et Sam Davis, je crois qu'elle utilise carrément un protège-dents, comme les boxeurs, pour Samantha Davis, pour éviter de s'abîmer le visage. Le visage, ouais. Ouais, on se souvient d'un navigateur en 1993 qui avait dû se recoudre la langue tout seul, à distance aussi, avec les conseils des médecins. Tiens, le docteur Laure Jacollo, c'est plus simple aujourd'hui avec les nouvelles technologies d'assister à distance les skippers ? Oui, la facilité de communication font que notre travail est plus facile. On communique avec des messageries, on a des photos, on a des vidéos, on les a en direct plus facilement. Évidemment que c'est un atout pour nous pour favoriser la téléconsultation, mais on n'est encore qu'à la préhistoire de ce qu'on pourrait faire, parce qu'on a pour l'instant très peu d'objets connectés. Et je pense qu'on va devoir s'en servir au vu de la gravité de la pathologie qui semble pouvoir arriver sur ces courses-là. Et c'était Bertrand de Brock en 1993 qui s'était gravement blessé, qui avait dû se recoudre seul au large des Kerguelen. Stéphane, vous aviez failli perdre vos ongles. Ça peut paraître... c'est vrai que pour le commun des mortels, quand on prend le bateau, on ne perd pas ses ongles. Là, c'est quand même l'extrême. Alors oui, moi j'avais eu la chance sur mon Vendée Globe d'être relativement épargné par la blessure, mais j'avais eu ce phénomène assez étrange à force j'avais pas de chauffage notamment à bord et je naviguais toujours sans gants. Et donc à la fin du Pacifique Sud, j'avais vraiment mes ongles qui se décollaient à plus de 50-70%. Donc j'ai été obligé de les scotcher littéralement pour les garder en place. Donc c'était loin d'être agréable et c'était très douloureux quand ça s'est mis à cicatriser. Mais pourquoi vous n'avez pas mis de gants ? Alors c'est sans doute une mauvaise habitude, mais l'idée en fait c'est d'avoir les mains qui soient plus calleuses. Et pour moi, c'était la meilleure protection parce que quand on met des gants, le problème c'est que la peau reste assez fragile. Et si on doit intervenir en urgence, qu'on n'a pas le temps de mettre ses gants, alors on favorise le risque de blessure. Clarisse Kremer, on vous retrouve sur votre bateau. S'agissant des gants, vous, qu'en est-il ? Du casque, racontez-nous comment vous vous protégez. Les gants, j'en mets pas trop, j'en mets que quand je dois faire des manœuvres et qu'il fait froid, donc c'est plus une protection néoprène pour le froid. Mais pareil, comme Stéphane, en fait, on manœuvre tellement toute la journée que c'est très compliqué à l'échelle de 3 mois d'avoir des gants tout le temps. Et le casque, ouais, ça dépend des conditions. Moi, je suis sur un foiler, donc ces bateaux qui font des accélérations assez importantes. Et il y a des moments où je mets le casque. Je pense que je devrais être plus disciplinée et le mettre plus souvent. Mais je mets de plus en plus. Je me force. C'est un peu comme la ceinture de sécurité en voiture. Il faut essayer de faire en sorte de ne pas avoir à y penser parce que malheureusement, on ne sait pas quand est-ce que le choc va arriver. C'est pour éviter, docteur Laure Jacollo, les commotions cérébrales notamment. On sait par exemple dans d'autres sports comme le rugby, il y a tout un protocole désormais pour les joueurs pour éviter justement et vérifier qu'il n'y ait pas de commotion cérébrale. Là, en l'occurrence, c'est un des risques qu'encourent aussi les navigatrices et les navigateurs. La commotion, c'est une pathologie qu'on a à toutes les courses au large maintenant. Pour l'instant, on a de la chance. On n'a eu que 2 épisodes sur ce Vendée Globe et qui n'avaient pas franchement de signe de gravité, mais c'est une des pathologies numéro 1 dans le cadre de la décélération. Le bateau a un arrêt buffet, comme le dit Clarisse. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas savoir quand ça va arriver. Dans un sport comme le rugby, on sait qu'un match de rugby, c'est 1h30. Donc porter un casque pendant 1h30, c'est assez facile. Porter un casque tout un Vendée Globe, c'est là la difficulté de la prévention. Et pourtant, il va falloir qu'on aille vraiment faire plus de prévention, parce que c'est une pathologie qui est compliquée à prendre en charge en course au large, au vu de l'éloignement. Alors, il y a les bateaux de plus en plus sophistiqués, vous nous le disiez, Stéphane Le Diraison. On va parler maintenant de l'aspect mental. Pour vous, on imagine que ça va très vite commencer la préparation pour votre prochain Vendée Globe. Comment vous commencez à vous préparer ? On verra dans un instant avec le docteur et avec Clarisse Kremer aussi comment on se prépare mentalement à une telle épreuve. Alors, je pense que chacun a son approche. Moi, j'ai un préparateur mental, donc quelqu'un qui m'a enseigné des techniques de respiration profonde, des choses qui permettent en fait de bien maîtriser ses émotions. Donc ça, c'est le premier pas. Et puis après, rien ne remplace la pratique. Tant qu'on ne s'est pas confronté à un tour du monde, on ne sait pas comment on va réagir à 2-3 mois de solitude. Et Clarisse, tout à l'heure, disait qu'elle le vivait très bien. Et moi, c'est pareil. C'est quelque chose qui m'a pas pesé en fait parce que j'étais tellement bien sur ce bateau, sur ce tour du monde. Il y a d'autres aspects évidemment de la course qui étaient compliqués à gérer et notamment moi ce que je trouvais plus compliqué c'était la gestion de l'avarie.
parce qu'on a tous des petites avaries, ce côté aléatoire. Il y a un navigateur qui a perdu un foil et qui continue. Oui, Sébastien Simon, puis Sébastien aussi Isabelle Josque qui a cassé un foil, si je ne m'abuse. Donc c'est des avaries, tous les coureurs en ont, il faut vivre avec ça. Et le retour sur Terre, comment l'aviez-vous vécu, vous? Difficile, les jours, les semaines qui suivent? Mais en vérité, on ne revient jamais exactement le même que quand on est parti. Et le retour sur Terre, à proprement parler, la première semaine, moi j'avais l'impression de débarquer sur une autre planète, d'être un petit peu ailleurs. Donc il faut effectivement reconstruire sa vie sociale avec ses amis, le rythme sa famille, aussi, le rythme, biologique. Avec la satisfaction d'être arrivé, mais cette espèce de coupure avec cet environnement dans lequel on a vécu pendant 3 mois en symbiose. Donc ça se fait pas si simplement que ça. Et sur ma prochaine édition du Vendée Globe, je travaillerai cet aspect-là, justement, pour pas me faire surprendre par ce retour à terre. Pour mieux le gérer. Oui. Clarisse Kremer, vous allez bientôt arriver. Est-ce que vous appréhendez ce retour sur Terre d'un point de vue mental, puisque la solitude ne vous pose pas de problème? J'avoue qu'à ce stade, c'est un peu le cadet du souci de savoir comment je vais vivre le retour à terre. Là, le but, c'est de finir la course, d'être le mieux possible en mer. Et oui, c'est sûr que ça fait partie des challenges d'arriver et d'être bien dans ses baskets. Mais on va dire que c'est un tel privilège de faire le Vendée Globe que ce sera... Et là, vous n'êtes pas encore arrivé, Clarisse, vous êtes près du Brésil, mais est-ce que vous diriez aujourd'hui, à l'heure où l'on se parle, que votre préparation en amont mentale, par exemple, elle a fonctionné? Oui, très clairement. Entre mon Vendée 2020 et mon Vendée 2024, j'ai eu la chance c'est la deuxième fois que je participe à cette épreuve et j'ai énormément progressé et je suis beaucoup plus sereine aussi face aux avaries techniques. J'en ai eu beaucoup plus que sur mon premier Vendée et j'ai beaucoup mieux vécu. Et même si ça reste difficile, on ne change jamais du tout. Je suis hyper fière de... Et vous, c'est une histoire de famille aussi, cette course, Clarisse Kremer? Oui, il y a mon mari aussi qui est sur la course. Il est combien? En termes de mental, ça rajoute... Il est combien, Clarisse Kremer? C'est une bonne question. Je crois qu'il est 21e, 22e. Je ne sais même pas exactement quel est son classement, parce qu'il est dans un groupe. Moi, je regarde plus le groupe plutôt que bravo. mais il fait une belle course. Voilà, une belle course en famille. Les retrouvailles seront chaleureuses, on imagine. Docteur Laure Jacollo, comment prépare-t-on un Vendée Globe? Il y a plusieurs axes. La préparation est multi-axiale et je crois que cette préparation mentale, elle a été un petit peu minimisée, mais là, les marins sont de plus en plus professionnels et ne négligent pas cet axe puisque les contraintes mentales, les contraintes physiques sont de plus en plus importantes, mais je pense que les contraintes mentales aussi, avec notamment les bateaux, beaucoup de data qui font que ça entraîne une hyper-vigilance et cette gestion de la préparation mentale est vraiment fondamentale pour pouvoir gérer sa santé, mais sa performance. Merci beaucoup, Laure Jacollo. Merci d'avoir été avec nous. Également à Clarisse Kremer. Bon vent à vous et on a hâte de vous voir au Sables d'Olonne. Et merci à vous, Stéphane Diraison, d'être venu sur notre plateau. On suivra bien entendu votre aventure pour le prochain Vendée Globe. L'invité à présent.